Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des intégrales de Bertrand qui font écho aux séries de Bertrand qu'on avait étudiées dans d'autres vidéos, puisque je rappelle que les séries de Bertrand, c'est les séries de terme général AN qui est égal à 1 sur n puissance alpha fois ln de n puissance bêta. Et là, on a les intégrales de Bertrand, qui sont l'intégrale de e à plus l'infini, de 1 sur t puissance alpha fois ln de t puissance bêta dt. Donc on voit que c'est exactement le même principe, mais avec un t à la place du n, puisqu'ici j'ai une intégrale et non pas une somme. Et ce que l'on sait, c'est que les intégrales de Bertrand, les séries de Bertrand, convergent uniquement si le alpha est strictement plus grand que 1, et à ce moment-là, quelle que soit la valeur de bêta, ou alors si le alpha est égal à 1 et le bêta est strictement plus grand que 1. Si l'on est dans un de ces deux cas, la série converge. Si on n'est pas dans un de ces deux cas, la série diverge. Et donc là, justement, on nous demande de la même manière pour quelle valeur de alpha et de bêta est-ce que l'intégrale converge. Alors, on se doute que les conditions vont être les mêmes, vu que la forme va être plus ou moins la même, et qu'en plus on appelle ça de la même manière. Donc, on va partir sur cette hypothèse, que quand alpha est plus grand que 1, ou alpha égale 1 et bêta plus grand que 1, eh bien, ça converge. Mais bien sûr, il faudra montrer que si ces conditions ne sont pas vérifiées, c'est-à-dire si alpha est strictement plus grand que 1, ou que alpha égale 1, mais bêta inférieur ou égal à 1, à ce moment-là, la série diverge. Donc, c'est justement sur ces trois cas que l'on va partir, c'est-à-dire alpha strictement plus grand que 1, alpha égale 1 et alpha inférieur à 1, avec deux sous-cas pour le cas où alpha est égal à 1. Alors partons d'abord du premier cas, qui est le cas si alpha est strictement plus grand que 1. Alors ce qu'il faut voir déjà, c'est que cette intégrale est une intégrale impropre, puisque on a déjà plus l'infini, donc c'est forcément une intégrale impropre. Par contre, en e, donc l'autre borne, là il n'y a pas de souci, puisque la fonction qui a t associe 1 sur t puissance alpha fois ln de t puissance bêta, eh bien est continue sur l'intervalle e fermé plus l'infini, et donc il n'y a pas de problème, puisque c'est continu sur l'intervalle fermé. Bien sûr, si ici j'avais l'intégrale, si j'avais un 1 par exemple, à ce moment-là j'aurais un souci, parce que ln de t, ça fait ln de 1, ça fait 0, et à ce moment-là, du coup, j'ai un autre problème aussi en 1, dans l'autre borne. Mais ici, comme c'est e, il n'y a pas de souci, c'est uniquement en plus l'infini qui a un problème. Alors, pour régler les problèmes en plus l'infini, ce qu'on fait comme d'habitude, c'est qu'on va essayer de montrer que la fonction ici est un petit o de 1 sur t puissance 2 ou t puissance 3, d'accord, pour justement rapprocher ça avec une fonction de Riemann et donc montrer que l'intégrale converge. Alors là, la particularité, c'est que je ne sais pas quelle est la valeur de alpha. Alpha plus grand que 1, d'accord, mais si, est-ce que du coup je dois prendre t carré, t puissance 2, etc. Je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de manière générale t puissance gamma fois f de t, donc fois 1 sur t puissance alpha fois ln de t puissance bêta. Et le but, ça va être de montrer que ça tend vers 0 en plus l'infini. Avec un gamma, bien sûr, qui doit être strictement plus grand que 1, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 sur t puissance alpha moins gamma, fois ln de t puissance bêta. J'aurais pu passer le alpha au-dessus, mais je préfère passer le gamma en dessous, parce que comme t tend vers plus l'infini, bah là ça va faire l'infini, 1 sur l'infini, ça fera 0. Alors justement, le ln de t tend lui vers plus l'infini, donc puissance bêta, bon. Alors le bêta, on ne sait pas combien ça vaut, mais ça on verra après. Et là j'ai un t puissance alpha moins gamma. Alors pour que ça tende vers 0, il faut bien sûr que le alpha moins gamma soit strictement positif, parce que s'il est négatif, à ce moment-là, bah, il faudrait le passer au-dessus pour que ça donne positif, mais plus l'infini à une puissance positive, eh bien ça ferait plus l'infini, puisqu'il l'emporterait sur le ln de t. Donc à ce moment-là, je vois que pour que ça tende vers 0 en plus l'infini, il faut nécessairement que le alpha moins gamma soit strictement positif. Bon. Et à ce moment-là, si cette condition est vérifiée, quelle que soit la valeur de bêta, eh bien, ça tendra en plus l'infini vers 0, puisque, par croissance comparée, le t va l'emporter. Et donc, alors si le bêta est positif ou négatif, alors s'il est positif, de toute façon ça change rien, parce que c'est 1 sur l'infini, bon ça fait 0. Et s'il est négatif, alors à ce moment-là, on passera au-dessus, mais par croissance comparée, à ce moment-là, c'est le t puissance alpha moins gamma qui l'emporterait. Donc ça veut dire que mon gamma doit être strictement inférieur au alpha,
Et il ne faut pas oublier que j'avais mon gamma qui est strictement plus grand que 1. Alors si je remets dans le bon ordre, parce qu'ici on ne le voit pas vraiment, il faut que mon gamma soit strictement compris entre 1 et alpha. Alors, mais est-ce que ce gamma existe? Que moi j'ai dit t puissance gamma, mais avec gamma strictement plus grand que 1, mais est-ce que ce gamma existe? Eh bien oui, ce gamma existe. Pourquoi? Parce que j'ai pris un alpha qui est strictement plus grand que 1. Et comme le alpha est strictement plus grand que 1, je sais qu'il y a forcément au moins un terme, un réel, entre le 1 et le gamma, sinon entre le 1 et le alpha, sinon le alpha ne serait pas strictement plus grand que 1, par définition. Par contre, si j'avais alpha supérieur ou égal à 1, là j'aurais un problème, parce que si le alpha vaut 1, je ne peux pas trouver de gamma qui est compris entre le 1 et le alpha. Donc forcément, je prends ça. Alors, du coup, qu'est-ce que je prends comme valeur de gamma? Je peux par exemple prendre alpha plus 1 sur 2. Hein. Si je prends gamma qui vaut alpha plus 1 sur 2, c'est-à-dire le milieu entre 1 et alpha, je sais que forcément ce gamma sera plus bien strictement compris entre 1 et alpha. Alors ça, on peut le faire au brouillon et puis après repartir du début en disant tiens, posons t puissance alpha plus 1 sur 2. Mais là, je dis, bon, mon gamma existe, d'accord, et donc à ce moment-là, ça marche. Donc, une fois que j'ai montré ça, je sais que t puissance gamma fois ma fonction tend vers 0 en plus l'infini, c'est-à-dire que ma fonction 1 sur t puissance alpha moins gamma fois ln de t puissance bêta, c'est égal à un petit o de 1 sur t puissance gamma. Mais mon 1 sur t puissance gamma, en tout cas l'intégrale de e à plus l'infini de 1 sur t puissance gamma dt, converge parce que le gamma est strictement plus grand que 1, donc en plus l'infini, ça converge, hein, c'est la condition. Donc comme ça converge, on sait que cette intégrale de tout ça, donc finalement c'est ça que je peux appeler i, hein, donc ça je vais appeler i, donc i converge. Donc i converge, car ça converge, et comme c'est un petit o, on sait, d'après le cours, que ça converge. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je viens de montrer? C'est que si le alpha est strictement plus grand que 1, quelle que soit la valeur de bêta, mon intégrale converge. Donc ça c'est le premier cas. Donc là, comme on l'a vu, ce premier cas, c'est uniquement avec l'histoire du petit o, il n'y a pas d'autre raisonnement à faire. Alors maintenant, pour les autres, on va voir que c'est un petit peu différent, voire même totalement différent. Donc le deuxième cas, on a dit, c'est quand alpha est égal à 1. Alors quand alpha est égal à 1, déjà, que devient mon intégrale? Mon intégrale, elle devient l'intégrale de e à plus l'infini, de 1 sur t puissance alpha, donc 1 sur t, fois ln de t puissance bêta dt. Alors, ce ln de t puissance bêta, cette fonction, je vais la réécrire de la manière suivante. Ça va être 1 sur t fois ln de t puissance moins bêta, parce que si je le passe au-dessus, le bêta devient moins bêta, dt. Alors, pourquoi je l'écris sous cette forme-là? Parce que 1 sur t, c'est la dérivée de ln de t. C'est-à-dire que j'ai l'intégrale de u' fois u puissance moins bêta dt, avec le u qui est égal à ln de t, et donc le u' qui est égal à 1 sur t. Et là maintenant, comme je fais apparaître cette forme-là, je peux faire la primitive, puisque je sais faire la primitive de u' fois u puissance moins bêta. Par contre, attention, la primitive de u' fois u puissance moins bêta, la plupart des gens disent, je sais que c'est la primitive de u' fois u puissance n, je sais que c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. À ce moment-là, pas de souci. Donc si j'applique cette formule, ça me donne u puissance moins bêta plus 1 divisé par moins bêta plus 1 entre e et plus l'infini. Mais le gros souci, on voit que c'est si mon b vaut 1. Parce que si b vaut 1, ça fait moins 1 plus 1, on divise par 0, divisé par 0, c'est une horreur. Donc là, ça c'est le cas si bêta est différent de 1. Donc on peut faire, ça c'est le premier cas, si bêta est différent de 1, à ce moment-là, pas de souci, j'ai bien u puissance moins bêta plus 1 sur moins bêta plus 1. Très bien. Donc maintenant on va faire la suite du calcul au-dessus. Alors bien sûr, après il faudra bien penser à faire le deuxième cas, c'est-à-dire si bêta est égal à 1. Mais faisons d'abord le premier cas, c'est-à-dire si bêta est différent de 1. Alors, ce qu'il faudrait faire aussi, parce que là c'est vrai que j'ai dit que c'était l'intégrale de e à plus l'infini, sauf que je ne sais pas à l'avance si cette intégrale converge ou pas. Justement, le but c'est de montrer que ça converge. Donc je vais plutôt faire l'intégrale de e à x, et après je verrai si la limite quand x tend vers plus l'infini donne bien quelque chose de fini ou pas.
Parce que justement, ça peut être pour certaines valeurs enfin, l'intégrale ne peut converger que pour certaines valeurs de bêta. Alors du coup, maintenant, je vais remplacer le x justement par bêta, le u par x puis par e. Donc si je remplace, ça me donne du coup ici x puissance moins bêta plus 1 divisé par moins bêta plus 1 et moins, du coup là c'était e puissance moins bêta plus 1 divisé par moins bêta plus 1. Alors ce que j'aurais pu faire, hein, c'est mettre 1 sur moins bêta plus 1 en facteur, c'est plus simple. Hein. Facteur de x puissance moins bêta plus 1 moins e puissance moins bêta plus 1. Alors maintenant, il ne faut pas oublier, alors ça c'est pas vraiment le i, hein, c'est une autre intégrale i', qui est l'intégrale de e à x. Et justement, maintenant je vais faire la limite de i' quand x tend vers plus l'infini. Moi ce que je veux, c'est que cette limite soit finie. Et donc, là où est-ce que j'ai du x, j'ai uniquement du x ici. Donc, la limite de i' quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à quoi? Elle est égale, bon, à tout ça, mais il faut faire la limite de ça en plus l'infini. Or, si le moins bêta plus 1 est strictement positif, eh bien je vois à ce moment-là que j'aurai plus l'infini puissance quelque chose de positif, et à ce moment-là, ça diverge. Donc si moins bêta plus 1 est strictement positif, ça va tendre vers plus l'infini, moins une constante sur moins bêta plus 1, qui sera strictement positif, donc tout ça, ça tendra vers plus l'infini. Donc la limite de i' c'est plus l'infini si moins bêta plus 1 est strictement positif, donc à ce moment-là ça diverge. Mon intégrale diverge. Donc là, à ce moment-là, si moins bêta plus 1 est strictement positif, ça diverge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si moins bêta plus 1 est strictement inférieur à 0, cette fois-ci? Alors pourquoi je ne mets pas ou égal? Parce que si c'est égal à 0, ça veut dire que j'ai mon bêta qui est égal à 1. Mais comme je suis dans le cas où bêta est différent de 1, j'ai forcément moins bêta plus 1 qui est strictement positif ou strictement négatif. Ça ne peut pas être égal à 0. À ce moment-là, si c'est négatif, eh bien j'ai plus l'infini puissance quelque chose de négatif, et plus l'infini puissance quelque chose de négatif, je sais que ça tend vers 0. Hein, parce que je rappelle, je vais le mettre ici, je vais le mettre ici, là, hop, que si j'ai x puissance 4, par exemple, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Par contre, si j'ai x puissance moins 4, ça fait 1 sur x puissance 4, et en plus l'infini, ça tend vers 0. Du coup, tout est lié au fait que la puissance de x soit positive ou négative. Et donc, si mon moins bêta plus 1 est strictement négatif, en plus l'infini, ça me donnait plus l'infini puissance quelque chose de négatif, donc ça va tendre vers 0. Et si ça tend vers 0, finalement, la limite, c'est égal à ce qui reste là, c'est-à-dire moins e puissance moins bêta plus 1 sur moins bêta plus 1, qui lui est une constante, et donc à ce moment-là, ça veut dire que mon intégrale converge. Alors, moins bêta plus 1 strictement positif, hein, si on le remet dans le bon ordre, ça veut dire bêta strictement plus grand que 1. Il ne faut pas oublier que j'étais dans le cas où bêta est différent de 1, donc après il faudra faire le cas où bêta égale 1. Donc là, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que si alpha est égal à 1, si bêta est strictement plus grand que 1, eh bien ça converge. Par contre, si bêta est strictement inférieur à 1, ça diverge. Donc maintenant, il faut faire le troisième sous-cas, parce qu'on en a fait deux sous-cas, qui est quand bêta est égal à 1. Et donc là, on va refaire toute l'intégrale, enfin, tout le principe. Donc maintenant, si bêta est égal à 1, donc là, il faut regarder si ça converge ou pas. Donc ça donne l'intégrale de plus e à plus l'infini, de 1 sur le t puissance alpha qui vaut t, et le ln de t, ici, comme ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai cette expansion-là. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Si je l'écris un peu différemment, je ne vais pas écrire comme ça, je vais écrire sous forme 1 sur t divisé par ln de t. Pourquoi? Parce qu'en l'écrivant comme ça, je fais apparaître l'intégrale de e à plus l'infini de u' sur u dt, avec u qui vaut ln de t, et donc la dérivée de ln de t c'est 1 sur t, et donc j'ai bien u' sur u. Alors là, comme tout à l'heure, bien sûr, je vais faire l'intégrale de e à plus l'infini, mais de e à x, et après je vais faire la limite quand x tend vers plus l'infini, et regarder si ça converge ou pas. Maintenant, la primitive de u' sur u, je sais que c'est égal à ln de u, avec u qui vaut ln de t, donc ça me donne ln de t entre e et x. Je remplace par x et par e, donc ça me fait ln de x moins ln de e. ln de e, ça fait 1, donc je vais le mettre tout de suite. Hein. ln de e, ça fait 1, mais ln de 1, ça fait 0. Et comme ln de 1, ça fait 0, hop, ça s'en va.
Donc finalement, il reste juste ln de ln de x. Et maintenant, si je fais la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de ce fameux toujours i', ce que j'appelle l'intégrale i', eh bien, je me rends compte que cette limite est nécessairement égale à plus l'infini, et donc, forcément, j'ai mon intégrale, du coup, qui diverge. Donc, c'est-à-dire que l'intégrale de e à plus l'infini diverge, donc, quand bêta égale 1, ça diverge aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, finalement, que si alpha est égal à 1, ça converge uniquement si bêta strictement plus grand que 1. Donc là, on retrouve, encore une fois, le même principe que les séries de Bertrand. Si on a vu, si alpha est strictement plus grand que 1, ce qu'on a vu avant, c'est que ça converge. Et si alpha égale 1, ça converge uniquement si bêta est strictement plus grand que 1. Donc jusqu'à présent, ça correspond. Mais maintenant, il faut faire le troisième cas, qui est le cas si alpha est strictement inférieur à 1, et à ce moment-là, il faut montrer que ça diverge. Parce que le souci, c'est qu'on a vu là où ça converge, mais il faut aussi montrer que dans les autres cas c'est quand alpha est strictement inférieur à 1, est-ce qu'on est dans le cas où ça converge ou pas? Donc à ce moment-là, donc là on se doute que de la même manière que les séries de Bertrand, ça va diverger. Donc là, pour montrer par contre que ça diverge, on va faire une méthode un petit peu différente, qu'on avait vu aussi dans d'autres vidéos sur les intégrales impropres. C'est qu'on ne va pas essayer de montrer la majoration de la fonction par une fonction qui diverge, mais de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'une fonction qui diverge est égale à un petit o de cette fonction-là. C'est-à-dire que si je note ça f de t, donc ce qu'on avait vu, c'est qu'il faut une fonction qui diverge. Alors une fonction qui diverge en plus l'infini, bien sûr, parce que ici c'est en plus l'infini qu'il y a un problème, et je sais qu'une fonction qui diverge en plus l'infini, c'est 1 sur t. Donc ce que je vais faire, c'est 1 sur t, non pas fois f de t, mais 1 sur t fois 1 sur f de t. Je vais expliquer après le principe pourquoi je fais fois 1 sur f de t, et non pas fois f de t. Et donc si je fais 1 sur t fois 1 sur f de t, ça me donne 1 sur t fois l'inverse de tout ça, et l'inverse de tout ça, c'est t puissance alpha moins 1 fois ln de t puissance bêta. Si je regroupe les t puissance alpha moins 1 sur t, ça me donne t puissance alpha moins 2 fois ln de t, le tout à la puissance bêta. Et donc, alors pardon, autant pour moi, ici c'était t puissance alpha, donc ici j'ai un t puissance alpha moins 1, autant pour moi, fois t puissance bêta. Et maintenant, je fais la limite quand t tend vers plus l'infini, puisque ici c'est en plus l'infini qu'il y a un problème. Alors plutôt que de mettre le alpha moins 1, on voit qu'alpha moins 1 est négatif. Donc je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais mettre ln de t divisé par t puissance, non pas alpha moins 1, mais 1 moins alpha. Pourquoi? Parce que comme alpha est strictement inférieur à 1, j'ai 1 moins alpha qui est strictement positif. C'est toujours mieux d'avoir une puissance positive que d'avoir une puissance négative. Et donc maintenant, je sais que quand t tend vers plus l'infini, j'ai l'infini sur l'infini, mais par les croissances comparées, je sais que c'est le t puissance 1 moins alpha qui va l'emporter, et donc ça va me donner finalement 0. Donc ça veut dire que le 1 sur t fois 1 sur f de t tend vers 0, et donc je sais à ce moment-là ce que je peux écrire. Alors je vais le réécrire ici, proprement. Je vais le réécrire d'une manière différente. Ce que je vais écrire, c'est que c'est 1 sur t divisé par f de t qui tend vers 0. Et quand j'ai cette expression, quand j'ai machin sur truc qui tend vers 0, je sais à ce moment-là que le 1 sur t est égal à un petit o de f de t. Contrairement à d'habitude, où on fait par exemple t carré f de t, qui lui tend vers 0, et en fait t carré sur f de t, c'est en réalité t carré divisé, f de t divisé par 1 sur t carré, et à ce moment-là, du coup, j'en déduis que f de t est égal à un petit o de 1 sur t carré. Là c'est l'inverse, puisque j'ai 1 sur t au-dessus, et f de t en dessous. Donc j'en déduis que 1 sur t est égal à un petit o de f de t. Et là, ce qu'on avait vu dans le cours ainsi que dans les autres vidéos, c'est que quand j'ai f qui est égal à petit o de g, si l'intégrale de g converge, à ce moment-là, l'intégrale de f converge, mais réciproquement, plutôt par la contraposée, si l'intégrale de f diverge, à ce moment-là, j'ai l'intégrale de g qui diverge. Or, justement, ça va être le cas ici, d'accord, avec le f et le g qui sont inversés, mais ici, j'ai l'intégrale de 1 sur t, donc de e à plus l'infini, qui diverge, puisque 1 sur t, c'est Riemann
avec le t alpha qui vaut 1, ça diverge. J'en déduis donc que l'intégrale de e à plus l'infini de f de t dt diverge. Donc là, c'est en utilisant la contraposée de ce qu'on utilise d'habitude sur la convergence. Et donc, je viens de montrer que l'intégrale de f de t dt diverge. Donc, du coup, ici, ça va diverger. Quand mon alpha est strictement inférieur à 1, et ce, quelle que soit la valeur de bêta, puisque avec les croissances comparées, finalement, le ln de t puissance de bêta n'avait pas d'importance. Si je récapitule tout ce que je viens de montrer, je viens de montrer que si alpha est strictement inférieur à 1, ça diverge. Si alpha, par contre, est strictement supérieur à 1, ça converge. Et si alpha égale 1 et bêta strictement supérieur à 1, ça converge, et uniquement dans ce cas-là, puisque si bêta était inférieur ou égal à 1, à ce moment-là, on a vu que ça divergeait. Donc finalement, pour quelle valeur de alpha et bêta l'intégrale converge? Eh bien, uniquement si alpha est strictement plus grand que 1, et si alpha égale 1 et bêta est strictement plus grand que 1, qui sont exactement les mêmes conditions que les séries de Bertrand qu'on avait vues. Alors, bien évidemment, on doute que ça va être les mêmes, on se doutait que c'était les mêmes parce que ça a le même nom, ça a la même forme, etc. Mais on voit qu'il y a quand même une démonstration, alors qui est différente forcément des séries de Bertrand, parce que là on est dans des intégrales, donc du coup c'est légèrement différent, même s'il y a des ressemblances, on compare toujours avec des séries de Riemann, des intégrales de Riemann, etc. Mais par contre, on trouve les mêmes conclusions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.